Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Oumar Sarr, placé sous mandat de dépôt, le coordonnateur national du PDS est poursuivi pour faux et usage de faux et diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire Lamine Diack. Affaire Lamine Diack, nous y restons. Des journalistes du groupe des médias en audition dans les locaux de la division des investigations criminelles. Aux dernières nouvelles, ils sont rentrés chez eux. Nous serons en ligne avec notre reporter sur place, Mambiram Diouf. La colère des populations de Mboro, elle s'insurge contre l'implantation d'une centrale à charbon qui, selon elle, constitue un danger pour les populations de la localité. Et puis à suivre en fin de journal, le dossier du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à la retraite. Comment prendre les devants, bien la préparer. Nos reporters se sont intéressés à la question. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Oumar Sarr, placé sous mandat de dépôt, le coordonnateur national du PDS est poursuivi, Léa, pour faux et usage de faux et diffusion également de fausses nouvelles dans l'affaire Lamine Diack. Les avocats d'Oumar Sarr se sont exprimés et comptent saisir la Cour pénale internationale pour dénoncer ce qu'ils qualifient de violation de la Constitution. Leur réaction est plus dans ce reportage signé Ibrahima Kane et Younous Diatta. Indignation, frustration, colère au palais de justice, la pilule est très amère pour les partisans du Parti démocratique sénégalais. Oumar Sarr ne retrouvera pas les siens ce soir. Le coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais est placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le juge. Oumar Sarr vient d'être inculpé pour faux et usage de faux. Et également pour diffusion de fausses nouvelles. Une grave violation de ses droits selon un de ses avocats, Maître El Hadj Amadou Sall et ses confrères comptent saisir la CPI. Dans ces circonstances, la Constitution interdit qu'il soit poursuivi, qu'il soit recherché, qu'il soit arrêté. Nous considérons aujourd'hui que Oumar Sarr est détenu arbitrairement. Nous considérons aujourd'hui qu'il s'agit d'une séquestration et d'une violation de la Constitution. Et nous rappelons que la Cour pénale internationale est compétente pour juger de toutes les autorités policières ou judiciaires qui commettent une forfaiture de cette nature et qui détiennent arbitrairement en violation de tous des citoyens, a fortiori des députés. Pour rappel, depuis samedi, Oumar Sarr a maillé à partir avec Dame Justice suite au communiqué du Parti démocratique sénégalais sur l'affaire Lamine Diack. Il est désormais en détention provisoire pour faux et usage de faux et diffusion de fausses nouvelles. Ibrahima Kane, des journalistes du groupe des médias, étaient en audition ce matin dans les locaux de la division des investigations criminelles. Et aux dernières nouvelles, on nous fait savoir qu'ils ont regagné leur domicile. Certainement, avant la fin de ce journal, nous serons en ligne avec notre reporter qui suit cette affaire, Mambiram Diouf. Et puis, chère Tidiane, après le démenti et les excuses du quotidien français Le Monde suite à la parution d'un article selon lequel la campagne présidentielle de Macky Sall aurait été financée par les Russes, les organes de presse sénégalais doivent-ils eux aussi faire leur mea culpa? Non, selon les professionnels des médias que nous avons interrogés, Babacar Fall de la RFM et Ibrahima Khaliloula Ndiaye du Sampix soutiennent que les journalistes n'ont fait que leur travail. Ils dénoncent également l'audition des journalistes des médias. Un sujet signé Alassane Ba et Tierno Laurent Mendy. Les médias sénégalais devraient présenter des excuses à Macky Sall après le démenti du Monde et après les excuses du Monde. C'est bien sûr l'avis du rédacteur en chef de la RFM après le démenti et les excuses de Le Monde sur l'affaire Lamine Diack. Ces professionnels des médias estiment que cette attitude n'engage que le quotidien français. Les journalistes, ce qu'ils ont fait, c'est de relayer cet article du Monde qui a été retiré et de relayer ensuite le démenti et les excuses du Monde. Mais ça suffit largement. A priori, nous ne pensons pas qu'il faille présenter des excuses à qui. Et ce serait un aveu quand même d'avoir diffamé ou bien attaqué quelqu'un. Maintenant que le journal Le Monde et puis
présenter ses excuses, ça n'engage que le monde. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre. L'affaire ne pouvait pas laisser indifférent. Je vous ai dit ce qu'a représenté Lamine Diack au niveau national. Il a été maire de Dakar, ministre de la République, etc. Il a assumé énormément de fonctions au niveau national et c'était une fierté, je ne dis même pas sénégalaise, mais africaine. Donc c'est tout à fait normal que cette affaire puisse susciter moult interrogations et moult commentaires. Des journalistes auditionnés, une situation qu'ils ont tenu à décrier. La presse, notamment nos confrères des médias avec qui nous nous solidarisons. Et nous disons également, tout ceci résulte quand même d'un pilotage à vie des problèmes du monde de la presse. Je pense que les autorités actuelles qui avaient suscité beaucoup d'espoir avec leur avènement, quand même n'ont pas relevé les défis qui étaient attendus d'elles. Cet article qui a amené ce gros débat, le journal Le Monde, pas poursuivi par les personnes citées dans son article, et maintenant ce sont les journalistes sénégalais qui ont commenté ça, qui sont appelés à la police criminelle. Je ne comprends pas cette façon de fonctionner. Le quotidien français Le Monde, après avoir largué sa bombe sur le financement de la campagne du candidat Macky Sall en 2012, a tenu à s'excuser. Au niveau local, ces professionnels des médias n'y pensent même pas. Nous restons toujours sur cette affaire Lamine Diack. Leah Malick Gakou refuse de faire des commentaires sur un sujet dont il ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Pas de commentaires, mais une proposition, celle de réglementer les financements des partis politiques et de réduire le nombre de partis au Sénégal. Écoutons le secrétaire général du Grand Parti. Mais je pense qu'au-delà même du fait que nous utilisons nos moyens et les moyens de nos cotisations, et ce qui demeure certain, c'est que dans une démocratie qui se développe, dans une démocratie qui se modernise, il est tout à fait normal qu'au terme d'un processus, qu'on puisse penser au financement des partis politiques. Je pense que l'action des moyens utilisés par des partis politiques doit être certifiée. Et c'est la raison pour laquelle cette certification ne passe que par une vision harmonieuse de ce financement et pour permettre à tous les partis politiques de poser des actes en conformité avec la loi. C'est la raison pour laquelle la question du financement des partis politiques peut être une question fondamentale pour affermir encore une fois les bases d'une démocratie saine, puisque sans cette démocratie saine, on ne peut pas assurer un développement sain dans un pays. Il faut une loi, mais je pense que dans un premier temps, il faudra, à mon avis, qu'aux prochaines élections, quelles que soient ces élections, que les partis politiques aient le courage d'arrêter d'aller dans des coalitions à outrance et que les partis politiques se mesurent. Puisque si les partis politiques se mesurent et que, comme dans tous les pays du monde, des partis politiques qui ont franchi le taux de 5% méritent d'être financés, mais un parti politique qui ne reflète pas les réalités nationales, un parti politique qui n'a pas un taux de développement lui permettant de prouver à suffisance qu'il joue un rôle pour le développement de la nation, bien évidemment, ce parti ne peut pas être financé. Voilà, c'était Malick Gakou, le secrétaire général du Grand Parti. Après l'affaire Lamine Diack, nous parlons du démarrage ce lundi de la première session de la chambre criminelle de Matam. 5 affaires de meurtre et de trafic international de drogue sont présentées au rôle. Écoutons Eladji Abdoulaye Ba, le maître des poursuites, au micro d'Ali Bandelnian. J'en profite aussi pour appeler à la réflexion par rapport au trafic de chanvre indien, qui constitue pratiquement la majeure partie du contentieux criminel. Et pourtant, le trafic de chanvre indien ne nécessite pas une instruction particulière, d'autant plus que c'est des cas de flagrance. Cette section plutôt renferme et regorge 5 affaires. 5 affaires sont conçues. La première affaire est relative à un cas de meurtre, la deuxième, un cas d'infanticide, les 3 autres affaires relèvent plutôt des trafics internes et trafics internationaux de chanvre indien. Lundi matin, la session commencera jusqu'à la date du 24. À Matam plutôt, je parle sous le contrôle de mon collaborateur. Actuellement, on est à 185 ou 187 détenus. 187 détenus, dont 88 en détention provisoire. Les 2 affaires seulement de 2008, les 2 affaires de 2009 et de 2010 qui étaient pendantes au niveau des exécutions, au niveau du cabinet d'instruction, ces affaires-là sont enrôlées pour être retenues pour cette session-là. À part ces 2 cas-là, il n'y a pas encore de longue détention. Nous restons à Matam, une semaine après le renouvellement du bureau du regroupement des transporteurs de Matam. Des chauffeurs et transporteurs sont descendus dans les rues pour protester contre la réélection du président sortant. Un véritable bras de fer qui a fini de plonger la gare routière de Matam dans un climat
tendu à Liban Delian. La bataille pour le contrôle du regroupement régional des transporteurs de Matam n'a pas fini avec ses rebondissements. Une semaine seulement après les élections, les camps des deux candidats Abou Poulel et Baba Sambou se sont retrouvés pour contester le processus électoral ayant conduit à la victoire du président sortant Mamoudou Tall. Je demande à l'administration de la région de Matam de bien vouloir arbitrer sur ce dossier qui se trouve actuellement à l'intérieur de la gare routière de Ourossogui. Concernant ce candidat qui se dit candidat, un seul bulletin, un seul bureau de vote, du jamais vu. Tout celui qui veut voir le recordement des électeurs et le recordement des candidats ne peut venir se trouver. Il se trouve ici actuellement à Ourossogui. Du jamais vu au monde. Donc on ne peut pas l'accepter ici à Ourossogui. Nos dossiers ont été déposés à la préfecture, mais pas à la brigade de Ourossogui. Donc s'il y a un individu ou quelqu'un, une autorité qui devait nous appeler, ça devait être le préfet, mais pas le CB de Ourossogui. Donc ça, cette candidature, nous ne pouvons pas le reconnaître. Une contestation soutenue par certains hommes politiques de Ourossogui présents à la manifestation. On n'a jamais vu une élection avec un seul candidat, une seule urne, un seul bulletin. Et le seul candidat, le candidat qui lui-même organise des élections sans superviseur, qui proclame ses propres résultats, on n'a jamais vu ces élections. Il faut organiser les élections dans les règles de l'art. Quand on vote dans une localité, dans une circonscription électorale bien déterminée, dans un lieu de vote bien déterminé, mais on ne peut pas faire venir des gens de la Guinée ou de la Mauritanie, de Dakar ou de Saint-Louis, venir. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des problèmes à la gare routière de Ourossogui. Toutefois, il faut rappeler qu'à l'issue d'une journée électorale samedi dernier, Mamoudou Tall, le président sortant, en était sorti vainqueur avec 561 voix sur les 588 votants. Et puis parlons artisanat à présent avec la mise en place du projet Mobilier National. La mise en œuvre a démarré avec les artisans locaux, une manière de promouvoir le secteur artisanal, des artisans invités à mieux se former. Aïssatou Païfal, Mardien. Le secteur artisanal promu l'accès à la commande publique lancée, une première étape dans la mise en œuvre du projet Mobilier National. En faisant l'état des lieux, nous nous sommes rendus compte que les corps de l'ensemble des filières artisanales ne sont pas au même niveau d'exécution. Quand je prends l'exemple de la couture-confection, nous nous sommes rendus compte que la création et la confection de tenues militaires et civiles atteint environ 65% de la commande publique. L'ensemble du parc automobile de l'État est aujourd'hui entretenu par nos garages de mécaniciens. Donc malheureusement, il n'y a qu'au niveau du mobilier de bureau que nous peinons un tout petit peu à dépasser largement les 15%. Pour atteindre cet objectif, beaucoup de mesures ont été prises. Une discrimination positive, une innovation selon le représentant des artisans. Nous sommes anciens, mais dans l'histoire politique de l'artisanat sénégalais, c'est la première fois que nous tenons ce genre d'atelier. Je suis métallurgiste et c'est une innovation majeure. Mais tous les artisans ne sont pas au courant. Pour la première fois, nous participons au marché public et c'est dans le code des marchés publics. À nous d'impliquer tous les artisans si la chambre des métiers ne le fait pas. Mais ce fait que nous sommes chambre des métiers, nous, organisation professionnelle, nous sommes les maîtres artisans. Beaucoup de préalables pour une organisation efficiente, selon le coordonnateur national. Malheureusement, l'État ne connaît pas de personnes physiques. Donc ils ont tout intérêt à s'organiser de façon communautaire pour pouvoir accéder beaucoup plus facilement à la commande publique. Je crois qu'il y a des préalables en termes d'organisation, en termes de renforcement de capacité pour que nos menuisiers bois puissent être beaucoup plus compétitifs. Et là, je crois que l'un des objectifs de cette coordination au niveau du ministère de l'Artisanat, en charge de l'artisanat, c'est de mettre en place des mesures d'accompagnement. Dans les perspectives de l'année 2016, le projet prévoit même l'organisation d'un concours de mobilier national. Exécution. Donc, Direction Boro à présent, l'implantation d'une centrale à charbon met en colère les populations.
comptant des chefs de village, des agriculteurs et des maraîchers ont tenu une assemblée générale. Selon eux, l'implantation d'une centrale à charbon constitue un risque pour la santé des populations et un frein à l'agriculture puisque 700 hectares de terre vont être confisqués. Charanta Diop et Saïla Tir. Ils sont agriculteurs, pasteurs et pêcheurs, tous sont venus de Mboro et les villages environnants. Ils s'insurgent contre l'implantation d'une centrale à charbon dans le Djambalo. Pour eux, cela constituerait la plus grave menace environnementale dans la localité. Le transport de fumée de charbon polluant l'air sous l'effet conjugué des alizés maritimes rendrait davantage précaire la santé déjà fragile des populations des Niayes privées de couverture médicale adéquate. Des solutions pourtant existent. Le Sénégal a un double avantage tiré de sa position géographique. Pays tropical et côtier, c'est pour cette raison qu'un futur sans charbon est largement à notre portée. Les décideurs devraient, sous ce rapport, s'orienter vers l'installation de centrales photovoltaïques moins polluantes et moins onéreuses. Pire encore, selon les populations de Mboro, l'implantation de cette centrale à charbon va du moins impacter négativement sur le secteur agricole et maraîcher. Le charbon est le combustible le plus dangereux au monde. Son système de refroidissement consomme énormément d'eau. La centrale de Djambalo devra alors aspirer 10 à 15 000 m3 par heure d'eau marine, ce qui naturellement perturbe l'écosystème marin et contamine les espèces rescapées. Au bout du compte, on assiste derechef à la mort du secteur de la pêche, aggravant sensiblement le chômage. De même, la consommation des espèces maritimes de la zone exposerait les populations au cancer de toute nature, mais aussi aux maladies pulmonaires et cérébrales les plus aiguës. Mboro se mobilise et invite les autorités étatiques et Africa Energy à plus de communication pour éviter tout malentendu qui peut être source de conflits regrettables. À Tiéti, dans le département de Kolda, un conseil municipal des enfants a été mis en place. Objectif, mieux prendre en compte les droits des enfants dans le budget de la commune. Ce conseil municipal compte déposer sur la table du Grand Conseil les difficultés relatives à la lutte contre les déperditions scolaires, l'excision et les mariages précoces. Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de la bonne gouvernance, la commune de Tiéti, située dans le département de Kolda, a mis en place le conseil municipal des enfants. Un acte qui permettrait aux petits de jouer leur partition dans l'élaboration du budget de leur commune et inciter ainsi le grand conseil à jeter un regard sur le droit des enfants. C'est aujourd'hui une journée pour l'installation de ce conseil municipal des enfants. Nous sommes une collectivité locale amie de l'UNICEF. Donc l'UNICEF qui prend l'initiative d'installer dans toutes ces communes le conseil municipal des enfants et en même temps participer au budget participatif de la commune qui doit démarrer cette année. Une collectivité locale amie des enfants, c'est quoi? C'est une collectivité locale qui prend en compte les besoins des enfants, les droits humains et des groupes vulnérables. Donc dans sa planification désormais, Tiéti s'engage à prendre en compte les besoins de ces enfants et surtout les enfants des groupes les plus vulnérables. Et en même temps aller vers le budget participatif, sensible aux droits humains et aux groupes vulnérables, en particulier les enfants. Après une campagne de propagande et de déclaration des programmes de différents candidats, il y a eu un vote. 8, 9, 10. La nommée Sira Baldé est la présidente du conseil municipal des enfants de Tiéti. Je suis contente d'être élue maire du conseil municipal des enfants de Tiéti. Je vais déjà présent me mettre au travail avec mon équipe pour que les besoins des enfants soient pris en compte par le conseil municipal adulte. La lutte contre les déperditions scolaires, l'excision et les mariages précoces, voilà entre autres difficultés que la toute nouvelle présidente du conseil municipal des enfants de Tiéti compte déposer sur la table du Grand Conseil lors de l'élaboration du budget de leur commune. Sur un ton plus léger, le comédien Koutia, sacré humoriste africain de l'année par les Okan Africa édition internationale des pays d'Afrique de l'Ouest, une distinction qui récompense le talentueux Sambassine après des années de labeur. Aïssa Toupaï et Moudou Diop. Meilleur humoriste de l'Afrique de l'Ouest. Valeur,
mérite d'un homme reconnu, en l'occurrence Sambassine, comédien au talent hors pair. Nous avons choisi Koutia qui est un artiste émérite qui dépasse du Sénégal, qui est vu et suivi de partout dans le monde entier aujourd'hui. Et ce qui nous concerne plus précisément, c'est l'Afrique. L'Afrique, notre continent. Vous voyez, aujourd'hui, ça vit rapidement. Quand il s'agit de questions politiques, quand il s'agit des intérêts politiques, notre pays chavire toujours dans le sens négatif. Alors pour ça, aujourd'hui, les comédiens donnent de la voix. Au Cannes africain, un projet, l'initiateur, un dénicheur de talent. C'est simplement l'effort. Non simplement l'effort parce qu'aujourd'hui, il est important que nous, Africains, nous prenions conscience et que nous nous mettons au travail et que nous sortons réellement notre continent de son état. Il est très important que nous travaillions sérieusement pour quand même rendre ce continent-là. On fait un bloc fort et nous allons faire une tournée de l'espace UEMOA d'abord, rencontrer les chefs de l'État, exprimer un peu notre idée, par la suite maintenant passer à l'action. Comme toujours, sourire aux lèvres, Koutia accueille cette décision avec joie. Je suis tellement ému. Cela me touche directement dans mon cœur et cela prouve que vraiment le travail que j'ai fait avec le chemin que j'ai emprunté depuis des années pour faire satisfaire le public sénégalais et le public africain. Ces 2 prix que j'ai reçus aujourd'hui, je m'attendais à un seul prix, mais j'ai reçu 2 prix. Vraiment, je suis tellement content. Je pensais que j'allais recevoir un seul prix, mais j'ai reçu 2 prix. Certificat de reconnaissance, ambassadeur des comédiens humoristes pour la paix en Afrique. Et aussi meilleur artiste comédien de l'Afrique de l'Ouest. L'année dernière, au même moment, le quotidien Direct Info le consacrait homme de l'année. Cette année, à travers toute l'Afrique, les prestations, l'humour, le talent récompensés une fois de plus. Parlons football avec la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise. L'AS Douane, champion en titre, qui concède sa 2e défaite face au Casa Sport 2-1. Les joueurs du Casa, selon leur entraîneur, ont respecté les consignes. Karim Séga Diouf, lui, pense que ces joueurs ont manqué de réalisme. Un reportage signé Pape Faraning et Younous Diatta. Du beau jeu, du spectacle et 3 buts dans cette rencontre. Le match AS Douane Casa Sport a tenu toutes ses promesses. Ismaïla Bamba Mariko, d'une tête splendide, trompe le gardien Pape Diatta Ndiaye. Un score inchangé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les 2 équipes appuient sur l'accélérateur. Et à la 57e minute, Amadou Boiro trompe de nouveau le gardien Gabolou sur penalty. Après une faute de main d'un défenseur de l'AS Douane. Le replacement des joueurs a permis de perturber les plans du champion en titre. C'était sur le marquage individuel strict des joueurs. On s'est préparé très dur en disant que le joueur sénégalais, quand tu lui laisses le ballon, il t'emmerde. Maintenant, il faut monter sur eux et annuler les possibilités de passe. Ils ne pourront pas faire le jeu. Et quand nous, on a le ballon, on déroule. C'est une 2e victoire. Nous avons débuté avec 2 défaites. Nous avons sur nul. Nous gagnons encore. Nous avons nul. Nous avons une 2e victoire. Très déterminé, les protégés de Karim Séga Diouf sur un raid solitaire, Sylvain Badji permet à Daouda Ndiaye Gueye de réduire les scores. Malgré la rentrée de Paul-Émile Tendeng et Thierno Matar Thioune dans cette rencontre, l'AS Douane concède sa 2e défaite. Le football, c'est un jeu d'aléas, c'est un jeu d'obstacles. On n'a pas peut-être pu franchir l'obstacle de finition. On a buté 2 ou 4 à 3 fois sur le gardien, mais il faut compter avec. Si mon équipe arrive à reproduire une telle qualité de jeu avec cette envie, je pense qu'on ira très loin dans ce championnat et surtout alors, pour la Coupe africaine. Un match plaisant avec beaucoup d'engagement dans un stade éclairé avec la réflexion des projecteurs devant des supporters de Allez Casa qui ont poussé l'équipe de Casa Sport à la victoire.
Nous restons avec cette 5e journée de Ligue 1. L'Union sportive de Ouakam et l'Union sportive de Gorée ont fait match nul, un partout. Un score satisfaisant pour les deux entraîneurs, le coach Malik Daf et Ali Mal. Écoutons leurs deux réactions au micro de Pape Faraning. Les correctifs qui ont été apportés au vestiaire ont été bénéfiques. Bon, je pense qu'on a bien corrigé au vestiaire, on a parlé avec les jeunes, en sachant qu'il y a une bonne équipe en face qui joue bien au ballon, des jeunes très vifs, très techniques. Bon, ce qu'on a fait, on a fait des changements qui ont été opérés. Et en fait, je pense qu'on a raté 2 occasions franches de remettre les pendules à l'heure. Si on a égalisé, ce n'est pas un coup de chance, c'est logique dans la partie. Parce que même si tu es dominé, tu crées beaucoup plus d'occasions. Je pense que les occasions ont été du côté de l'USO. Donc je pense que c'est bien, parce que nous jouons au championnat. À force de ne pas avoir les 3 points, au moins avoir 1 point, c'est bien. Il a dit dans le jeu, nous avons peut-être mis quelquefois le ballon là, mais ils ont eu plus de points de jeu que nous. Donc c'est à nous aussi de travailler, de continuer à travailler et se dire qu'il faut aussi qu'on s'améliore. Même si le but qu'on a pris en dernière minute, mais le but il devait être marqué depuis longtemps. C'est ce que je pense. Ils avaient un penalty, ils l'avaient loupé, ils avaient des opportunités, ils n'ont pas marqué. Nous aussi, des fois, on tenait le ballon, mais des fois, pour le dernier geste, ça laissait à désirer. Donc je dis que aussi on continue le travail. Si même j'ai pris 1 point, c'est bon pour la perspective du maintien. Le dossier société de ce lundi s'intéresse à un sujet d'actualité, la retraite, une période pas toujours facile à gérer et qu'il faut surtout anticiper, cher Tidiane. Du côté des retraités, certains comptent sur leur pension, mais les allocations sont jugées faibles, extrêmement faibles. Préparer sa retraite très tôt devient de plus en plus difficile. C'est l'objet donc de notre dossier société de ce lundi, signé Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. La retraite, ces jeunes y pensent, même s'ils n'ont pas tous les moyens pour l'anticiper. Présentement, je n'ai rien à la banque, mais je souhaite avoir quelque chose à la banque. Bien sûr qu'on pense à la retraite. Ouais. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Ce technicien à la retraite depuis 20 ans, aujourd'hui, sa pension ne lui permet pas de couvrir tous ses besoins. J'ai pris la retraite en 1995. Je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs concernant mes cotisations. Il y avait des différences de calcul. Je n'ai même pas mon salaire de base et nous n'avons pas tous les éléments à notre disposition pour nous plaindre. Alors, vraiment, pour éviter une telle situation, ce comptable a pris les devants. Il est fier d'être un homme aux 12 métiers. Je bouge un peu, tu sais, je suis comptable. Hein. Bon, je fais de l'agriculture. Hein. Je fais le petit commerce de poulet, de tout ce qui s'ensuit. Hein. J'ai ouvert une société audiovisuelle de prestations. Bon, avec le système numérique là. La retraite se prépare donc. Il faut être prêt physiquement et mentalement, recommande ce spécialiste des ressources humaines. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le passage de l'activité professionnelle à la non-activité constitue souvent un traumatisme pour la personne qui subitement, pendant 30 ans, pendant 40 ans, elle a travaillé, elle a eu des activités, elle a eu une certaine reconnaissance et subitement se retrouve à ne rien faire. Donc il y a une sorte de perte d'identité. Il faut envisager de poursuivre une activité mais qui est différente de celle que nous faisions. Investir dans l'immobilier, détenir un compte à épargne, quelques conseils à suivre pour une retraite paisible. Moi je dirais que la meilleure façon de gérer sa retraite, ce n'est pas d'attendre le moment de la retraite pour commencer à se poser des questions, mais c'est l'anticiper 5 ans, voire 10 ans même avant. Commencer déjà à épargner dans la mesure du possible. Même si vous pouvez épargner 5 000, 10 000 francs par mois, vous commencez à épargner. La troisième chose, c'est qu'au fur et à mesure que se rapproche l'âge de la retraite, il faut aussi réfléchir à l'investissement dans l'immobilier. Parce que vous savez que quand vous partez à la retraite, vous avez une chute de revenus. Donc idéalement, il serait bon que lorsque vous allez à la retraite, que vous n'ayez pas à payer de loyer. Alors n'attendez plus longtemps, investissez-vous dès à présent. Maïmouna Ndiaye, merci à toi Léa. Merci à toi, cher Tidiane. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information.